Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Marie Hudson, je suis rhumatologue à l'Hôpital général juif. Ça me fait grand plaisir cet après-midi de vous parler au sujet de la sclérodermie. On m'a demandé de présenter en français, alors ça me fait plaisir de faire ça évidemment, mais en même temps, j'ai préparé mes diapos en anglais pour permettre peut-être à une plus grande audience de profiter de cette présentation-là. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Alors, quand on m'a invité à parler cet après-midi, on m'a demandé, je pouvais parler de ce que je voulais, mais peut-être on m'a suggéré de parler de choses peut-être qu'on parle un peu moins souvent dans la sclérodermie. Puis il se trouve que j'ai quand même un grand intérêt pour les problèmes de muscles dans la sclérodermie, un nouveau problème, comme je dirais, parce que c'est quelque chose qui a été vraiment qui est mal connu puis sur lequel il y a eu peu de recherches en sclérodermie. Donc, la scléromyosite, va être le thème de ma présentation, donc la nouvelle frontière, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore dans ce domaine-là. Alors, mes objectifs cet après-midi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on connaît de la scléromyosite à ce jour, mais vous allez voir qu'on ne connaît pas grand-chose et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui restent à découvrir au sujet de ce problème-là. Puis éventuellement, si on peut découvrir ces choses-là, on espère améliorer l'évolution de nos patients. Donc, les choses qui restent à découvrir sont toutes les manifestations cliniques de la scléromyosite, les nouveaux anticorps qu'on pourrait identifier et évidemment la pathologie. Puis quand on parle de la pathologie, ça c'est des biopsies de muscles qu'on peut étudier puis qui peuvent nous parler des processus pathologiques et qui pourraient peut-être nous donner des nouvelles pistes de traitement. Alors, voilà. Donc, souvent, quand je commence mes présentations sur la sclérodermie, je dis que la sclérodermie, c'est the perfect storm, la tempête parfaite. Parce que contrairement à d'autres connectivites, d'autres maladies auto-immunes où il y a un système, un axe pathologique, dans la sclérodermie, c'est toujours plus compliqué. Il y a trois grands axes pathologiques dans cette maladie qui est très unique puis qui explique probablement pourquoi c'est une maladie beaucoup plus difficile que d'autres à traiter. Alors souvent, la sclérodermie, ça commence avec un problème vasculaire, un problème de circulation. Puis ça, on le sait, on a évidemment des données scientifiques pour le dire, mais les patients, eux, peuvent nous dire que ça commence la plupart du temps avec un problème vasculaire parce que la plus grande première manifestation de la sclérodermie, c'est le phénomène de Raynaud. Donc ça nous parle d'un problème de circulation. Mais les autres manifestations vasculaires de la maladie, évidemment, on peut voir des petits vaisseaux qui s'éclatent, comme ça on appelle ça des télangiectasies. On peut voir l'hypertension pulmonaire. On peut voir des saignements digestifs qui peuvent être des fois assez problématiques. Évidemment, il y a beaucoup de patients qui savent qu'on peut voir des ulcères, puis c'est moins fréquent, mais on peut voir la crise rénale. Donc ça, c'est toutes les manifestations vasculaires de la maladie. Mais c'est là que ça se complique. La maladie ne s'arrête pas là. Quand les phénomènes vasculaires se manifestent, là, tout d'un coup, c'est le système immunitaire qui s'active, qui essaie de venir essayer de réparer ces dommages-là. Mais en essayant de réparer les dommages, il y a le système immunitaire fonctionne mal, puis commence, au lieu d'être un système immunitaire réparateur, ça devient un système immunitaire inflammatoire. Puis ça, on peut le voir autant si on fait, par exemple, des biopsies de peau, on peut voir de l'inflammation au niveau de la peau et beaucoup de patients savent qu'il peut y avoir aussi des anticorps. Donc ça, c'est toutes des manifestations immunitaires de la maladie. Puis en plus des problèmes vasculaires et immunitaires, ensemble, ces deux problèmes-là travaillent ensemble pour générer de la fibrose. Puis ça, c'est certaines des manifestations de la maladie qu'on reconnaît un peu plus souvent. Donc, on va évidemment voir la fibrose au niveau de la peau, les mains, mais on peut aussi avoir de la fibrose au niveau des organes internes, c'est-à-dire au niveau du poumon. Beaucoup de patients ont de la fibrose pulmonaire. On peut avoir de la fibrose au niveau digestif, puis ça, c'est des images de ça. Alors,
quand je préparais cette présentation-là, je me disais, ça, c'est une des façons que je commence la plupart de mes présentations. Là, je me disais, mais où est le muscle dans cette image-là? On ne parle vraiment pas de muscle. Ça témoigne du fait qu'on n'a pas beaucoup étudié le muscle dans la sclérodermie à ce jour. Puis la même chose, je pourrais vous dire que je vais dans beaucoup de présentations sur la sclérodermie, puis ça, c'est une image classique qui essaie de nous, encore une fois, de nous parler un peu de la sclérodermie, de nous dire qu'il y a probablement deux sous-types de sclérodermie, la sclérodermie diffuse et la sclérodermie limitée. Puis on parle des manifestations principales dans chacun de ces deux sous-groupes-là. On parle du système digestif, du poumon, du cœur, des reins et encore de l'hypertension pulmonaire et du système digestif. Mais encore une fois, je regarde cette image-là et je me dis, mais où est le muscle? Puis on a besoin de s'attarder un petit peu plus à cette manifestation-là de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on sait à ce jour de la myosite ou de la scléromyosite? Mais on ne sait pas grand-chose. Premièrement, quand je regarde des papiers qui ont été rapportés sur un problème de faiblesse dans la sclérodermie, on dit que ça affecte entre 10 et 80 % des patients. Alors, quand on voit un écart aussi large que 10 à 80 %, c'est qu'on ne sait pas vraiment très bien comment définir la scléromyosite parce que c'est-tu 10 ou c'est-tu 80 %? Est-ce qu'on parle tous de la même chose ou est-ce qu'on parle de choses différentes? Puis la première chose, souvent, la première constatation que je fais, c'est que pas toute la faiblesse dans la sclérodermie est due à un problème musculaire. Au contraire, la plupart de mes patients qui vont me parler de faiblesse, je sais que c'est probablement à cause de leur poumon, je sais que c'est probablement à cause de leur cœur, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de système digestif, puis qui sont malnutris, puis qui ont de la malabsorption intestinale. Et évidemment, des patients qui se sentent faibles, des fois, ce n'est pas une vraie faiblesse musculaire, c'est leur arthrite, c'est les contractures qui contribuent à cette sensation de faiblesse. Donc, ce n'est pas de ça que je veux parler, ou dans la mesure où ça, ce n'est pas la scléromyosite. Ça, c'est des problèmes de poumon, cœur, système digestif. C'est des problèmes qui sont mieux étudiés, mieux connus dans la sclérodermie. Moi, ce qui m'intéresse, puis ce dont je veux parler présentement, c'est vraiment l'atteinte du muscle dans la sclérodermie. Puis ça, cette atteinte-là, on pense que c'est beaucoup plus rare que beaucoup des autres manifestations de la sclérodermie. Probablement que entre 5 et 10 % des patients au plus, puis c'est peut-être même, je dirais, un peu plus rare que ça, de nos patients vont vraiment avoir une atteinte au niveau du muscle, une atteinte sclérodermique au niveau du muscle. Alors, on ne connaît vraiment pas grand-chose, puis comme j'ai mentionné en introduction, je pense qu'il y a de nouvelles choses qu'on peut apprendre au niveau des manifestations cliniques, des anticorps et de la pathologie, et c'est de ça que je vais parler maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on sait des manifestations cliniques de la scléromyosite? Bien là, premièrement, quand j'ai commencé à m'attarder à cette problématique-là il y a quelques années, il y a très peu de choses qui sont écrites, puis peut-être un des papiers les plus complets date déjà maintenant de quasiment 15 ans. Et dans ce papier-là, qui était vraiment un papier d'expert, dont Luc Mouton à Paris, qui est vraiment quelqu'un qui connaît très, très bien la sclérodermie, mais lui, c'était plus un papier qui était fait sur qu'est-ce que lui a vu, qu'est-ce qu'il a reconnu comme étant de la scléromyosite. Puis Luc Mouton, il nous disait, c'est vraiment les patients qui ont une atteinte diffuse, une atteinte cutanée sévère et très extensive, c'est eux qui vont avoir un problème du muscle. C'est habituellement des problèmes qui vont affecter les membres proximaux, donc plus au niveau des épaules et au niveau des hanches. Et habituellement, les enzymes musculaires qu'on peut doser dans le sang vont être quand même assez élevées. Fait que ça, c'est moi, ce qu'on m'a enseigné comme étant la scléromyosite, donc des patients avec une atteinte diffuse, des patients avec une atteinte proximale, puis des CK très élevés. La raison que j'ai commencé à m'intéresser à ce problème-là, c'est que ce n'est pas ça que je voyais dans ma clinique. Alors là, je vais vous présenter, puis j'ai la permission des patients, je vais vous montrer quelques images. Ces patients-là ont consenti à ce que je partage leurs images, justement pour mieux comprendre la scléromyosite. Alors, voici une des premières patientes que j'ai vues qui avait une scléromyosite. Cette patiente-là avait
aucune atteinte cutanée au moment de la présentation. Elle en a eu un petit peu plus tard, mais au moment de sa présentation, ce qu'elle avait, c'était surtout une atteinte musculaire, des faiblesses musculaires, qui n'étaient pas du tout proximales, qui étaient plutôt distales et asymétriques. Alors ici, vous pouvez voir qu'elle essaie de ramener son poignet par en arrière, puis elle est capable du côté gauche, mais elle n'est pas capable du côté droit. C'était distal aussi, on peut voir sur l'image ici beaucoup d'atrophie des muscles distales, donc encore une fois, pas d'atteinte proximale. Et encore là, j'essaie de démontrer que l'atteinte était asymétrique avec certains doigts qui étaient affectés, tandis que la main gauche était assez épargnée. Alors, l'image classique de la scléomyosite qui affecte des patients avec une atteinte cutanée diffuse, que c'est symétrique, que les CK sont élevés. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que ces CK étaient à peine élevés. Là, tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, je pense que la scléromyosite, c'est quelque chose de plus que ce qu'on reconnaît en clinique. Alors ça, c'était une première observation que j'ai faite. Voici un deuxième extraordinaire patient que j'ai suivi pendant plein d'années aussi, qui, lui encore, s'est présenté. Je ne sais pas si l'image peut le montrer ou le montre très bien, mais il s'est présenté avec un problème qu'on appelle une tête tombante. Alors, ce n'était pas une atteinte des bras, ce n'était pas une atteinte des jambes, il était fort, très fort dans ses membres, mais il n'était pas capable de redresser sa tête, donc c'était les muscles pour faire l'extension du cou qui était très faible. Ça fait que ça, on appelle ça une tête tombante. Évidemment, il y avait une sclérodermie, vous reconnaissez son rénal, il y avait une atteinte digestive. Mais au point de vue musculaire, c'était vraiment très atypique. C'était encore là une des premières fois que je voyais une tête tombante qui n'était pas vraiment très bien décrite dans la littérature. Puis l'autre chose qui était encore plus inquiétante pour ce patient-là, puis là, ici, je vous montre, la plupart des patients ont eu des fonctions pulmonaires. Ça, c'est des rapports de fonctions pulmonaires qu'on peut essayer de savoir si les patients ont une atteinte au niveau du poumon ou pas. Puis ce que ce rapport-là, sans rentrer dans les détails, me disait, c'est qu'en plus d'avoir une faiblesse au niveau du cou, il y avait une faiblesse au niveau du diaphragme. Ça, c'est le gros muscle qui nous permet de respirer. Et cette faiblesse-là était très sévère à un point où ce patient-là avait besoin d'une sorte de ventilateur à la maison pour lui permettre de respirer parce que c'était son muscle du diaphragme qui était très affecté. Alors, encore une fois, des observations cliniques qui ne sont pas vraiment décrites dans les livres jusqu'à maintenant. Ça, c'est un autre patient extraordinaire, encore une fois, ici, un gentil patient qui s'était présenté, lui, avec aucune atteinte cutanée. Son problème, c'était vraiment un problème de rénaux. Mais le rénaux, ce n'est pas nécessairement spécifique à la sclérodermie. Son plus gros problème, au début, il y avait une arthrite assez importante, puis une crise rénale. Fait qu'au début, quand il a commencé à dire « je me sens faible », tout le monde disait « oui, mais c'est l'arthrite, oui, mais c'est parce que son rein ne fonctionne pas très bien, etc. » Puis en plus, quand il a commencé à se plaindre de problèmes musculaires, il pointait surtout aux avant-bras et aux mollets. Puis encore une fois, c'est des muscles qui sont habituellement, selon les livres, pas atteints dans la sclérodermie. On a fait toutes sortes de tests. Ses prises de sang étaient normales, son EMG était normal, même la résonance magnétique était toute normale. Puis on dit, vous savez probablement que votre faiblesse, c'est votre arthrite, c'est votre arthrite. Même nos tests, les meilleurs, ne pouvaient pas bien cerner son problème de faiblesse. Et finalement, il est devenu, ce patient-là, il avait quasiment besoin d'une chaise roulante qui était très faible et avec une biopsie musculaire. Donc, la plupart des médecins avec des prises de sang normales, un EMG normal, puis une résonance normale, ne seraient pas nécessairement allés à la biopsie musculaire. Mais dans son cas, on s'est dit, vraiment, il faut essayer de mieux comprendre. Puis la biopsie musculaire était vraiment très concluante qu'il y avait une atteinte de la sclérodermie au niveau de son muscle. Puis un peu plus tard dans ma présentation, je vais vous parler de certaines de ces trouvailles qui nous permettent, au niveau de la biopsie, de faire un diagnostic de scléromyosite. Alors, la dernière patiente, puis là, je vous parle de nouvelles manifestations, de nouvelles observations, parce que je suis sûre que ça existe depuis toujours, ces manifestations-là musculaires de la sclérodermie, mais c'est qu'on est en train de commencer à les reconnaître. Et pourquoi
c'est important de reconnaître la scléromyosite. Alors, c'est avec ce cas-ci que je vais vous présenter encore une autre de mes merveilleuses patientes, une jeune femme qui venait des Philippines, qui s'est présentée surtout avec des symptômes respiratoires. Elle avait aussi une arthrite. Puis, quand on la questionnait, elle nous parlait qu'elle avait un Raynaud, mais aucune atteinte de la peau. Alors, quand on l'a vue, on disait, est-ce que c'est une myosite plus qui fait partie des dermatomyosites? Est-ce que c'est d'autres anticorps? Est-ce que ça pourrait même, peut-être, parce que des fois, on peut voir des atteintes pulmonaires comme ça avec une polyarthrite rhumatoïde. Alors, est-ce que son problème, c'est une polyarthrite rhumatoïde? Est-ce que c'est une dermatomyosite? De quoi s'agit-il? Encore aucune atteinte cutanée pour nous donner un indice que c'était peut-être dans le spectrum de la sclérodermie. Alors, cette patiente-là, nous, on évalue tous nos patients avec des myosites de façon très systématique. Puis, une des choses qu'on fait routinièrement pour nos patients, c'est qu'on fait des vidéocapillaroscopies. Il y a certains patients qui ont certainement eu cette procédure-là. La personne qui fait nos vidéocapillaroscopies, c'est le docteur Gégé, qui est l'experte, je pourrais dire peut-être une experte mondiale là-dessus. Puis elle, quand elle prend son petit microscope, puis elle regarde au niveau de la circulation des petits vaisseaux au bout des doigts, elle me dit, Marie, il n'y a rien d'autre que ça peut être ici qu'une sclérodermie. C'est ce patron-là que je vois. C'est vraiment une sclérodermie sans faute. Il n'y a peut-être pas d'atteinte cutanée, mais cette patiente-là, elle a une sclérodermie. Et puis là, quand on est retourné, on a regardé à nouveau son scan, on a vu en plus, ce qu'on avait manqué au scan, c'est qu'elle avait une dilatation au niveau de l'œsophage qui est aussi assez typique de la sclérodermie. Donc, même si cette patiente-là n'avait pas d'atteinte cutanée, on a conclu qu'elle avait une scléromyosite, que toutes ces manifestations étaient reliées à la sclérodermie. Puis, pour en revenir au point, pourquoi est-ce que c'est important de faire le bon diagnostic? C'est que si j'avais dit que cette patiente-là avait plus une dermatomyosite, je lui aurais probablement, puis elle était en début de maladie, j'aurais probablement commencé de fortes doses de stéroïdes, de cortisone, pour contrôler, parce que c'est le traitement standard dans les autres myosites. Mais la minute que le docteur Gégé me dit « Ah non, 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 elle, c'est plus une scléromyosite », on sait que la cortisone en début de maladie, pour une sclérodermie, ça peut être très néfaste au niveau du rein. Donc, l'importance de faire un diagnostic de scléromyosite, et là, ça va changer la façon que je vais traiter cette patiente-là, parce que si je l'expose à de hautes doses de stéroïdes, puis je précipite une crise rénale, je n'aurai pas tellement aidé cette patiente-là. Tandis que dans la scléromyosite, on essaie de minimiser l'exposition à la cortisone, puis on essaie d'aller directement à des agents de deuxième ligne pour contrôler la myosite et les autres manifestations de la maladie. Alors, quand on a commencé à s'intéresser à ça, puis on vient de publier un papier là-dessus, on a été capable d'aller regarder 42 de nos patients qui avaient des scléromyosites, puis c'est une des plus grandes séries au monde. Puis les choses qu'on a les nouvelles choses qu'on veut amener amener pour que nos collègues sachent, c'est qu'il y a beaucoup de ces patients-là qui n'ont pas d'atteinte cutanée. Alors, il faut quand même avoir un degré de suspicion très élevé, d'où l'importance de la vidéocapillaroscopie, parce qu'on peut manquer une sclérodermie si la personne n'a pas nécessairement une atteinte cutanée, puis on va conclure, bon, peut-être que c'est une dermatomyosite. L'autre chose qui est nouveau dans nos trouvailles, c'est vraiment beaucoup de patients ont une atteinte distale, ce n'est pas juste une atteinte proximale, puis ils peuvent avoir une atteinte axiale aussi, comme j'ai décrit la tête tombante ou l'atteinte du diaphragme. Et il y en a ici, alors c'est ça, donc je ne vois pas très bien. C'est ça. Et il y a un patient sur 5 qui va avoir des prises de sang normales. Donc, on ne peut pas se fier à nos tests habituels qui sont les prises de sang, les EMG et tout ça. Il faut vraiment être très aux aguets d'une présentation subtile de sclérodermie quand certains patients se présentent avec des vraies faiblesses musculaires. Alors, pour conclure sur les nouvelles frontières, parce que c'est là où je vois où on en est avec la scléromyosite, il faut savoir que
la présentation clinique peut être des fois atypique, atteindre des muscles différents que ceux qu'on s'attendrait qui seraient normalement affectés. Il y a un grand pourcentage des patients qui n'ont aucune atteinte cutanée comme leur première manifestation de la maladie. C'est le muscle qui est la première manifestation de la maladie, bien que l'atteinte cutanée peut arriver un peu plus tard. Les prises de sang peuvent être normales, donc ça peut nous amener à manquer peut-être une atteinte du muscle. Et donc, c'est vraiment important de chercher des petits signes subtils de sclérodermie, dont le rénal, dont la vidéocapillaroscopie, dont l'atteinte digestive, comme j'ai mentionné sur un des scans où on peut voir un estophage dilaté, les arthrites qui peuvent être des indices qu'il se passe quelque chose de plus que juste au niveau du muscle. Et finalement, évidemment, comme un des patients que j'ai présenté, des fois, les patients se présentent avec une crise rénale. Ça, c'est assez diagnostique, même en absence d'atteinte cutanée habituelle qu'on voit dans la plupart des patients. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis ça, c'est le genre d'informations, c'est des papiers qu'on publie pour essayer d'amener ça dans la littérature, puis de faire un peu d'éducation auprès de nos collègues pour qu'ils puissent mieux reconnaître cet aspect-là de la sclérodermie qui, à ce jour, demeure assez mal connu. Alors, ça, c'est pour la partie clinique. Qu'est-ce qu'il y en est des anticorps? Alors là, on commence à aller à rechercher des choses plus spécifiques à la scléromyosite comme telle. Est-ce qu'il y a des choses à découvrir là? Donc ici, un des experts mondiaux, c'est Dr. Kwana, qui est au Japon, avait fait une revue de la littérature, justement, il y a quelques années sur les différents anticorps dans la sclérodermie. Puis déjà, à ce moment-là, ça fait 4-5 ans, il nous dit, oui, c'est vrai qu'il y a au moins 3 anticorps connus, les PMACL, les anti-coups ou les anti-RNP, qui sont associés à des myosites. Puis ça, comme je dis, ça, on connaît ça. Ça, j'ai vu ça, je reconnais ça. J'aurais un patient, je serais capable d'être à l'aise avec ces faits-là. Si le patient vient avec une atteinte musculaire puis un anti-PMSCL, je vais dire, ah oui, ça a d'allure, je comprends ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres anticorps, à part ces 3 anticorps-là, qui peuvent aussi signaler potentiellement un problème musculaire? Alors, ici, je vous présente à nouveau une autre très belle patiente que j'ai vue il y a quelques années, qui m'avait été référée à ce moment-là, qui avait sans aucun doute une atteinte sclérodermique de la peau, contrairement à d'autres patients que je vous ai présentés avant. Elle avait une atteinte diffuse, il n'y avait pas de doute que c'était une sclérodermie. Encore une fois, c'était une patiente qui se présentait avec une tête tombante, donc une faiblesse des extenseurs du cou. Puis vous pouvez vous imaginer que si on ne traite pas ça de façon assez agressive, ça peut devenir assez problématique au quotidien. Elle avait des anticorps fortement positifs avec un patron qui était nucléolaire. Puis ça, quand je vois un patron nucléolaire sur les anticorps, ça me parle de sclérodermie. Je ne peux pas vous dire exactement quelle sorte de sclérodermie, mais déjà, ça me dit que cette patiente-là, avec son atteinte cutanée, avec une atteinte musculaire, puis avec un anticorps nucléolaire, c'est probablement une sclérodermie. Alors, quand j'essaie justement de comprendre un peu mieux quelle sorte de sclérodermie elle a, on a ce qu'on appelle un panel sclérodermique, donc c'est des anticorps beaucoup plus détaillés. Puis sur le panel, il doit y avoir, je dirais, 13 à 15 différents anticorps spécifiques pour essayer de distinguer quelle sorte de sclérodermie cette patiente-là peut avoir. Alors, à ma grande surprise, moi, j'avais aucun doute dans ma tête qu'elle avait une scléromyosite parce qu'elle était faible, puis elle avait une atteinte cutanée très impressionnante, mais son panneau sclérodermique revient négatif. Alors, c'est là encore qu'il faut connaître un petit peu que sur ce panneau-là, il y a certains anticorps qui sont très sensibles, mais il y en a d'autres qui ne sont vraiment pas très bien mesurés, dont les anti-THTO. Puis on avait écrit quelques papiers dans les années passées pour dire que ce panneau-là, qui est un très bon panneau, qui est à peu près le seul panneau auquel on a accès présentement, quand ça vient pour interpréter les THTO, c'est peut-être pas le meilleur test, qui va avoir beaucoup de faux négatifs. Alors, j'avais un doute que peut-être qu'on était en train de manquer un THTO chez cette patiente-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à mes collaborateurs à Calgary. Et puis là, je leur dis, écoutez, vous savez, elle a des anticorps
antinucléolaires fortement positifs. Son THTO est négatif, mais je me demande, ça se peut-tu que ce soit un faux négatif? Est-ce que vous n'auriez pas un nouveau test qui pourrait me permettre de doser les THTO d'une façon différente, un meilleur test pour doser ces anticorps-là? Alors, mes collaborateurs me réécrivent en dedans de quelques jours, puis ils disent, oui, effectivement, on vient de regarder son sérum, puis c'est vrai que ça ressemble à un THTO. On va aller faire des tests qui sont pas disponibles en clinique, mais c'est des tests qui sont disponibles pour la recherche pour aller voir effectivement si elle a un THTO. Puis j'aime bien montrer cette diapo-là parce que ça commence, Marie, tu as raison. J'aime bien montrer ça parce qu'effectivement, ma suspicion clinique que cette patiente-là, elle avait probablement cet anticorps-là, le THTO. Puis l'importance de savoir c'est quoi l'anticorps, c'est que ça me permet de mieux comprendre la sorte de sclérodermie que cette patiente-là. Donc, effectivement, là où sur le premier panneau de sclérodermie, les THTO étaient négatifs, sur ce test-là, qui était disponible seulement pour la recherche à ce moment-là, elle était fortement positive pour cet anticorps-là. Alors, tout ça pour dire que tout d'un coup, sur ce tableau-là du Dr. Kouana, il y a certains anticorps qui vont nous parler de scléromyosite qui sont connus, mais je pense qu'on a besoin de nouveaux tests pour nous parler peut-être de certains anticorps qui sont probablement aussi associés à la scléromyosite, mais ce n'est pas encore connu. Donc, il y a vraiment de la place à l'amélioration. Et juste pour vous dire, le test de recherche que j'ai été capable d'avoir à ce moment-là, il y a déjà quelques années, va devenir disponible sur le marché, j'ose espérer, dans la prochaine année ou quelque chose comme ça. Donc, notre habilité de doser ces anticorps-là s'améliore au fur et à mesure que de nouveaux tests, de meilleurs tests sont développés. Puis, ça nous permet, nous, comme médecins, puis encore mieux pour les patients, de mieux comprendre leur maladie quand ils savent de quels anticorps ils ont. Alors, ça, c'est un premier exemple. Voici un deuxième exemple, encore quelque chose qu'on a essayé de pousser un petit peu. Un très gentil patient qui s'est présenté, encore une fois, une sclérodermie diffuse, donc une atteinte cutanée qui affectait une grande partie de son corps, mais surtout une grande, grande faiblesse. Il y avait une inflammation au point de vue musculaire, il n'y avait aucun doute. Mais lui, son anticorps, encore une fois, fortement positif, au lieu d'être nucléolaire, il était moucheté, speckled en anglais. Alors là, je me dis, puis lui a aussi son panneau sclérodermique était négatif. Mais là, je me disais, bon, mais ça, ce n'est pas un THTO, parce que les THTO, ça serait nucléolaire. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, il y avait ce papier-là qui avait été publié en 2014 qui décrivait un nouvel anticorps qui s'appelait le RUVBL1-2, qui donnait justement des anticorps mouchetés. Puis c'était justement avec le professeur Kouana au Japon. Mais dans ce papier-là, il y avait juste 3 codes décrits au monde. Alors, quand j'ai eu ce patient-là qui est venu, je me suis dit, mais peut-être que j'ai le 4e cas, ça se peut. Alors, j'ai écrit au docteur Kouana ici, puis je lui ai demandé, est-ce que vous auriez la gentillesse de regarder ce patient-là, tous les autres anticorps que j'ai recherchés localement, qui me sont disponibles sont négatifs, est-ce qu'il pourrait peut-être avoir un RUVBL1-2? Alors, effectivement, le docteur Kouana a dit, OK, envoie-moi son sérum. Et on a bel et bien confirmé qu'il y avait ce nouvel anticorps-là. Donc, c'est un anticorps qui est quand même assez rare, mais ça va prendre beaucoup de tests pour qu'on accumule assez de patients pour bien comprendre quelles sont les manifestations de la maladie qui vont avec cet anticorps-là. Comment est-ce que je vais counsel, comment est-ce que je vais parler à ce patient-là de ce à quoi il peut s'attendre? Mais je pense qu'avec le temps, on va accumuler assez d'informations sur les RUVBL1-2 qui vont pouvoir nous donner plus d'informations, puis éventuellement, cette information-là va revenir au patient, puis va être utile au patient. Donc, quand je retourne au tableau au Dr. Kouana, lui, évidemment, il savait que les RUVBL1-2 étaient associés à la myosite. Mais la raison, c'est que c'est lui qui avait décrit les seuls 3 cas au monde. Moi, je n'avais jamais eu accès à ce test-là, donc ce n'était pas quelque chose que je savais d'emblée. Donc, encore là, il y a des choses à découvrir, puis c'est de l'information qu'on peut transmettre à nos collègues. Si vous avez un patient avec des ANA mouchetés, vous ne trouvez aucun autre anticorps, pensez au RUVBL1.
Malheureusement, comme je vous ai dit, il y a un nouveau panel de sclérodermie qui va sortir prochainement, j'espère dans la prochaine année ou deux, qui va inclure un meilleur THTO, mais malheureusement, le RUVBL1-2 n'est pas sur ce panel-là. Donc, on a besoin de trouver des nouveaux tests qui vont devenir disponibles dans la clinique pour essayer de faire avancer des diagnostics de nos patients. Et finalement, ça, c'est un super beau travail qu'on a fait avec des collègues à l'Université de Montréal qui ont aussi une grosse cohorte de myocytes, eux, puis qui ont été capables d'identifier dans leur cohorte de myocytes 86 patients avec des scléromyosites, dont 21 qui n'avaient aucun anticorps connu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'anticorps, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'anticorps connus. Et de ces 21-là, ils ont été capables de dire qu'il y en avait 6 que les ANA se ressemblaient beaucoup. Alors là, ils ont poussé un petit peu pour savoir quels étaient les anticorps de ces 6 patients-là. Et ils ont été capables de dire que 5 de ces 6 patients-là, donc on parle de 5 patients qui avaient un anticorps qui s'appelle un anti-SMN. Puis ça, ici, je vous montre un petit peu leurs données. Qu'est-ce qui est super intéressant quand on fait cette recherche-là de façon très méthodologique et de façon très standardisée, comme ils ont fait ici, c'est qu'en décrivant ces 5 patients-là avec des anti-SMN, dans la littérature, jusqu'à ce moment-là, il y avait juste 3 patients qui avaient été décrits avec des scléromyosites, avec des anti-SMN. Alors, tout d'un coup, eux viennent de plus que doubler le nombre de patients qu'on connaît, qui ont ces anticorps-là. Et c'est là qu'on peut commencer à mettre ces 8 patients-là ensemble. Et je peux vous dire que depuis ce travail-là, on en a identifié encore plus pour pouvoir mieux comprendre quelles sont les manifestations de la scléromyosite quand les patients sont atteints, on manifeste cet anticorps-là. Donc, il y a beaucoup de nouvelles connaissances qui peuvent ressortir de ce genre de recherche-là. Alors, encore une fois, quand je reviens au papier qu'on a publié sur les scléromyosites plus tôt cette année, ce qui est intéressant, c'est que sur les 42 patients qu'on avait, il y en avait 20, donc quasiment la moitié, qui n'avaient pas d'anticorps connus. Alors, ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, qu'ils n'ont pas d'anticorps, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'anticorps connus. Et ça donne place, puis là, je fais juste un petit pitch pour le fait qu'on est en train de faire beaucoup de recherches justement pour essayer chez ces patients-là qui ont chez qui on n'a pas encore identifié les anticorps, on fait de la recherche pour essayer de trouver de nouveaux anticorps, de pousser nos connaissances de la maladie à ce point de vue-là. Donc, pour conclure sur l'aspect des anticorps, les nouvelles frontières, on a besoin de nouveaux tests, de meilleurs tests pour mieux détecter des anticorps qui sont déjà connus ou des anticorps qui sont vraiment moins bien connus et encore mieux pour identifier de nouveaux anticorps qui restent à découvrir. Et encore là, dans le but de mieux caractériser nos patients, de mieux comprendre leur maladie dans le futur. Alors ça, c'est les nouvelles frontières pour la sérologie. Et mon troisième thème, c'est au niveau de la pathologie. Alors, quand je parle de la pathologie, je veux dire, on fait des biopsies du muscle, on va regarder le muscle de nos patients, puis on essaie de comprendre la maladie en regardant le problème en dessous d'un microscope. Alors, qu'est-ce qu'on connaissait de la scléromyosite au point de vue de la pathologie jusqu'à récemment? Pas grand-chose. On sait que quand on regarde, puis on regarde beaucoup de biopsies, je vais souvent avec le pathologiste reviser des biopsies de muscles, on voit un petit peu de nécrose, on voit un petit peu d'inflammation, on voit un petit peu de fibrose, on voit un petit peu de capillaire anormal, mais tout ça, là, c'est très non spécifique. Puis l'analogie que j'aime donner pour expliquer ça, c'est comme si on vous dit, ben, on va aller à l'épicerie, mais à l'épicerie, il va y avoir des fruits et des légumes, il va y avoir de la viande, puis il va y avoir du pain. Mais ça ne dit pas vraiment quelle sorte de fruits et légumes, quelle sorte de pain, quelle sorte de viande, parce que selon qu'on soit dans une épicerie nord-américaine, ça va être une chose. Selon qu'on va être dans une épicerie en Asie, ça va être une autre chose. Selon qu'on soit dans une épicerie en Europe, ça va être encore une autre chose. C'est quoi les choses qui sont spécifiques au niveau du muscle de la scléromyosite qui vont pouvoir nous dire, c'est pas juste de l'inflammation, c'est quelle sorte d'inflammation qu'on voit dans la sclérodermie. C'est pas juste des anomalies capillaires, c'est
qu'est-ce qui n'est pas normal avec les capillaires. Alors encore là, je vous présente une patiente que j'ai vue il y a quelques années, une gentille dame, encore une fois, qui s'était présentée avec une faiblesse, une vraie faiblesse musculaire, des prises de sang très, très anormales, avec beaucoup d'inflammation. Mais là, le pathologiste, au début, il me disait, il y a de la nécrose puis de l'inflammation. Puis moi, je dis, mais moi, c'est quoi le diagnostic? Ça ne me dit rien, ça, de la nécrose, de l'inflammation, c'est pas très spécifique. Jusqu'au moment où le pathologiste, il dit, ouais, mais tu sais, les capillaires, là, ils sont vraiment anormaux. Puis je ne m'attends pas à ce que vous voyez exactement c'est quoi les anormalités, mais ce que j'essaie de montrer ici, c'est qu'il y a certaines capillaires qui sont très, très, très épaissis, certains capillaires qui sont très dilatés, puis à d'autres endroits, il n'y a pas de capillaire du tout. Alors là, tout d'un coup, on commence à être plus spécifique. Ce n'est pas juste des anormalités, c'est vraiment des anormalités de la morphologie des capillaires. Puis vraiment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de maladies qui vont donner cette morphologie-là, si ce n'est que la sclérodermie. Donc, tout d'un coup, là, on a une piste, on a des capillaires qui sont vraiment anormales. Puis, on a fait des tests un peu plus poussés sur cette patiente-là. Et effectivement, elle avait des anticorps, des ANA très positifs. Et elle aussi, elle avait un des anti-RUFBL1 dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, cette patiente-là qui se présente la manifestation de sa maladie, c'est vraiment juste le muscle, mais elle a une sclérodermie, même si elle n'a pas d'atteinte cutanée, ou pas de télangiectasie, pas d'ulcère digital, comme on voit souvent dans la sclérodermie, elle a une scléromyosite. Puis ça va avoir beaucoup d'impact sur la façon que je vais traiter puis suivre une patiente qui a une scléromyosite versus quelqu'un qui aurait une autre sorte de myosite. Alors, la pathologie peut être très, très parlante. On a une jeune chercheuse, Océane Landon-Cardinal, qui d'ailleurs a décidé de faire de la scléromyosite son thème de recherche principal. Puis ça, c'est une image qu'elle a publiée récemment, justement, puis encore là, les images, des fois, sont difficiles à interpréter, mais ça, c'est des images à très, 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 très fort grossissement de capillaires dans le muscle. Puis ça, ici, elle nous montre une capillaire qui est normale. Alors ici, c'est la membrane de la capillaire qui est mince et qui est très régulière versus un capillaire dans la sclérodermie qui est très épaissi, qui est très irrégulière. C'est clair que c'est un capillaire qui est assez anormal. Puis, si on revient à une des premières choses que j'ai dit dans ma présentation, on sait qu'au niveau de la sclérodermie, une des premières choses qui se passe dans la maladie, c'est un problème de circulation. Mais je pense que la scléromyosite, dans certains cas, ça va être effectivement un problème de circulation et c'est peut-être pourquoi les enzymes du muscle ne sont pas nécessairement élevées. Ça va être plus de l'ischémie au lieu de l'inflammation. Alors, on est en train de vraiment pousser très fort à essayer de mieux comprendre la scléromyosite et particulièrement les aspects vasculaires de la scléromyosite. Mais en plus de ça, on a trouvé plein d'autres pistes aussi en étudiant le muscle, la pathologie du muscle. On voit qu'il y a certains facteurs d'inflammation qui peuvent être activés. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des médicaments qui pourraient cibler ces facteurs d'inflammation-là. On a identifié de la fibrose, il y a de nouveaux antifibrotiques sur le marché. Est-ce qu'on devrait soigner nos patients avec des scléromyosites avec des antifibrotiques? On a trouvé beaucoup, encore là, des cellules inflammatoires qu'on appelle des cellules B. On a des traitements qui ciblent les cellules B. Et finalement, on voit aussi ce qu'on appelle une signature d'interférence, c'est une signature inflammatoire. On a des médicaments qui ciblent l'axe d'interféron. Donc, l'importance d'aller regarder au niveau du muscle qu'est-ce qui se passe, c'est que ça peut nous donner des nouvelles pistes de traitement. C'est vraiment ça, la nouvelle frontière pour la scléromyosite. Alors, ayant dit tout ça sur la clinique, les anticorps et la pathologie, je reviens à un dernier cas, puis ça, c'est un cas, j'oublierai jamais ce cas. Je pense que ça témoigne tellement d'un côté de notre ignorance, mais en même temps du progrès qu'on a fait et de ce qui nous reste à faire. C'est un gentil monsieur qui venait de Chicoutimi, puis il y avait
pas beaucoup accès à des rhumatologues là-bas, mais c'est ainsi, qui était suivi par un neurologue. Puis le neurologue disait, j'ai ce patient-là qui a une faiblesse plus distale, donc il ne pensait vraiment pas à une myosite traditionnelle inflammatoire. Il disait c'est asymétrique, c'est très graduel, les CK ne sont pas très élevés. Alors, en premier, le neurologue disait c'est peut-être une dystrophie musculaire, donc des maladies que les neurologues vont suivre plus couramment, ou c'est peut-être une myosite, mais je ne pense vraiment pas que c'est une myosite. Puis de toute façon, les anticorps sont tous négatifs. Et comme je vous ai dit, les anticorps négatifs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anticorps. Alors, le neurologue se demandait peut-être que c'est une myosite à corps d'inclusion, peut-être que c'est une dystrophie. Alors, le neurologue demande une biopsie musculaire. Et les biopsies de Chicoutimi sont lues à l'hôpital Sainte-Justine. Et donc, la biopsie va au pathologiste, donc du neurologue au pathologiste. Ça, ici, ça serait une image des vaisseaux dans un muscle normal. Puis encore là, ici, c'est les vaisseaux dans la biopsie de ce patient-là. Et puisque le pathologiste à Sainte-Justine, le docteur Elazan, est brillant, puis il s'intéresse beaucoup à la scléromyosite, il regarde la biopsie du patient, puis il dit, mais il dit ça, ce genre de changement de capillaire-là, j'ai juste vu ça dans la sclérodermie. Je n'ai pas vu ça dans aucune maladie. Ça fait que le neurologue voit un patient, il pense que c'est plus une dystrophie musculaire. Le pathologiste dit, ah non, c'est de la sclérodermie. Fait que le pathologiste rappelle le neurologue, puis il dit, renvoie donc ton patient chez un rhumatologue. Alors, le patient vient me voir et effectivement, le patient avait des signes de sclérodermie qui affectaient ses doigts, qui affectaient un petit peu la peau. Sa faiblesse était effectivement, ici, on ne peut pas voir, mais distale, mais qui n'est pas atypique dans ce que je commence à reconnaître avec la scléromyosite. Et quand ma collègue, Dr. Gigé, a fait une vidéocapillaroscopie, il n'y avait pas de doute que ce patient-là avait une scléromyosite. Encore là, on a poussé un peu les investigations par rapport à ces anticorps, mais chez lui, on n'a toujours pas identifié d'anticorps spécifiques, mais on est encore en train de chercher. Alors, je trouve que c'est le meilleur cas pour illustrer qu'on est tous en train d'apprendre en même temps. Le neurologue n'avait jamais détecté de signes de sclérodermie. Le pathologiste l'a vu dans le muscle. C'est le pathologiste qui a fait la référence au rhumatologue pour que le rhumatologue fasse le bon diagnostic. Puis pourquoi c'est important? Parce que les neurologues, quand ils voient des patients avec des dystrophies musculaires, il n'y a pas de traitement. Tandis que quand le rhumatologue voit un patient avec une scléromyosite, il y a potentiellement des traitements. Donc, l'évolution de ce patient-là et l'importance de faire le bon diagnostic est fondamentale pour bien soigner ce patient-là. Alors, c'est ça. Donc là, j'en reviens à ma première diapo, c'est la tempête parfaite pour la sclérodermie. On a ces 3 axes pathologiques. Où est la scléromyosite? Je pense que la scléromyosite, c'est compliqué aussi, autant que la sclérodermie, parce que je pense qu'on va voir évidemment des problèmes vasculaires. Je vous ai montré la vasculopathie, mais on voit aussi des problèmes inflammatoires, on voit aussi de la fibrose. Ça fait que ça va nous prendre du temps vraiment à mieux comprendre et on commence à s'attarder à ça. Puis j'espère qu'on va évoluer dans nos connaissances dans les prochaines années. Alors, en guise de conclusion, vraiment, au point de vue clinique, dans les dernières années, j'ai vraiment réalisé qu'on reconnaissait mal la myosite dans la sclérodermie. Les symptômes cliniques sont beaucoup plus larges que ce qu'on nous enseignait traditionnellement. C'est important de faire le bon diagnostic parce que le plus tôt on traite les patients, le mieux les patients vont évoluer. Puis si on manque le diagnostic, ça se peut qu'on est en train d'accumuler des dommages irréparables. Puis aussi, comme j'ai mentionné, il faut minimiser l'exposition à la cortisone. Donc, on est en train d'apprendre des choses au niveau de la clinique. Comme je vous ai montré, les anticorps, on est en train d'apprendre plein de choses, puis il y a plein de choses encore qui restent à découvrir. Et je pense qu'au point de vue de la pathologie, l'importance d'étudier la pathologie ou le muscle dans ces maladies-là, c'est surtout pour nous donner de nouvelles cibles thérapeutiques. Puis, en même temps, en ciblant le muscle, potentiellement, on est en train d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques pour d'autres manifestations de la sclérodermie au-delà du muscle. Alors,
ceci termine ma présentation. Évidemment, je finis mes présentations en remerciant toutes les personnes avec qui je travaille. Ce n'est pas du tout un travail que je fais par moi-même. J'ai beaucoup de collaborateurs ici à Montréal, des collaborateurs à l'Université de Montréal, ailleurs au Canada, au Japon, à l'international, et certaines jeunes chercheuses qui sont très motivées pour éventuellement reprendre le bâton quand ça sera le temps. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. That's great. All right. Well, that's wonderful. Thank you so much for being with us and making time to share with everyone today. And we look forward to sharing this on our website and YouTube and Facebook channels as well. And we hope you have a great day. Thanks for attending and thanks for being with us, Dr. Hudson. My pleasure.